Dans cette vidéo, je vais écrire une nouvelle PR pour cette librairie Angular primitive. Si vous me suivez depuis quelques temps au niveau de mes vidéos, j'écris des PR pour cette librairie Angular primitive. J'en ai déjà écrit quelques-uns. J'en ai déjà écrit pour le composant accordéon. Celui du composant avatar n'a pas encore été déployé, donc du coup, il n'apparaît pas encore là. J'en ai déjà écrit pour le composant bouton. Et pour cette PR que je vais écrire aujourd'hui, ce sera pour pouvoir générer des composants en utilisant les primitives ou directives pour les tables. Et pendant que je serai en train d'écrire cette PR, je discuterai de cet article de Ryan Cagnato, Web Components are not the future. J'aime bien les articles écrits par Ryan Cagnato, j'aime bien la profondeur de ces articles. Euh, Sur cet article sur les Web Components, ça montre son point de vue sur les Web Components que je respecte beaucoup. Mais par contre, je trouve quand même que cet article est une honte euh, pour, euh, pour le web. J'essaierai de montrer voilà, mon point de vue, pourquoi je pense que ce point de vue vraiment fait tâche à ce que le web essaie de faire depuis quelques années. Donc, voilà, commençons un petit peu ma PR et j'ai déjà un petit peu préparé ma PR ici dans ce Stack Blitz. J'ai déjà séparer les directives en components. Bon, j'ai déjà utilisé les directives en components pour essayer de reproduire la même chose ici. Et donc là, je vais commencer avec mon VS Code. Et comme d'habitude, il faut créer une nouvelle branche. Mais avant de faire ça, je vais juste fetcher les derniers, les derniers changements sur la branche upstream, juste pour être sûr que voilà, j'ai tous les derniers changements avant de pouvoir écrire ma nouvelle branche. Et donc, je vais créer ma nouvelle branche que je vais appeler Generate Tab en se basant sur le, le next sur le repo. Voilà, comme ça, je suis sûr que j'ai les derniers changements sur du repo. Donc, à partir de ma branche Generate Tabs, si vous me suivez depuis quelques temps, pour pouvoir créer le squelette du nouveau générateur, j'utilise le schématique qui existe déjà. Et là, on va l'appeler tabs. Donc voilà, pendant que celui-ci est en train de générer, commençons un petit peu par discuter de cet article de Ryan Cagnato. Il parle un petit peu de son point de vue, disant que depuis voilà, quelques années, il a déjà pensé sur le futur du web. J'ai pas lu cet article, parce que je voulais en fait d'abord terminer cet article avant ensuite d'aller lire celui-ci. Mais déjà cet article, une fois que je l'ai lu, que j'ai eu son point de vue sur les web components, ça m'a vraiment, voilà, je pense que j'ai eu un point de vue assez opposé par rapport à son point de vue. J'ai même pas jugé utile en fait d'aller lire cet article. Peut-être je le lirai un jour, mais voilà, je vais juste essayer de parler de cet article et un petit peu parler de son point de vue, de ce qu'il essaie de mentionner dans cet article. Et peut-être avant d'aller un petit peu en détail sur ce qu'il pense des web components, parlons rapidement de l'objectif en fait des web components. En fait, les web components se déclinent principalement en trois choses. euh, les custom elements, le shadow DOM et puis le fait d'avoir des tags spécifiques, templates et slots en fait qui sont utilisés au niveau des web components. Au niveau des custom elements, en quelques mots, c'est juste que cela permet en fait d'avoir des balises custom. Genre, on peut avoir des balises comme user avatar, peut-être pour décrire en fait l'avatar de l'utilisateur. On peut avoir peut-être une balise qui s'appelle protéine. Enfin, on peut avoir des balises avec des noms explicites qui décrivent exactement ce à quoi sert ce composant. Tu vois, même si c'est pas écrit ici, je trouve en fait que les web components, ça rajoute en fait de la sémantique au template HTML. Donc ça, c'est vraiment l'objectif en fait des web components. Et y a- même sans se préoccuper plus tard un petit peu de la discussion web component ou non web component, je pense que l'objectif en fait des web components, c'est de pouvoir permettre d'avoir euh, une primitive pour le web. Aujourd'hui, on parle de primitive signal pour la réactivité.
Et le Web Components de pouvoir permettre d'avoir une primitive pour l'interface utilisateur. Moi, c'est un petit peu la façon dont je vois les Web Components. Après, sans même encore entrer dans la discussion sur Web Component versus non-Web Component. Maintenant qu'on a un petit peu une petite idée sur c'est quoi les Web Components, c'est quoi la philosophie derrière, et d'essayer de nous pencher un petit peu sur cet article de Ryan Carniato. Voilà, il dit en fait que les Web Components, c'est en fait euh, un standard qui est en compétition avec les autres standards. Et qu'est-ce que moi j'ai envie de dire en fait de ça? En fait, c'est que les Web Components ne sont pas en conflit avec React, ni Angular, ni Vue. Les Web Components, en fait, sont en conflit à aucune technologie. Les Web Components, en fait, ils veulent être une primitive qui ensuite est utilisée par les autres frameworks. Aujourd'hui, un petit peu comme Signal. Signal n'est pas une technologie, enfin, n'est pas une librairie qui est en compétition avec les frameworks qui existent déjà. Mais en fait, Signal est une sous-couche sur laquelle se basent les autres frameworks. Et donc, le fait d'avoir un petit peu, de voir les Web Components comme un standard en compétition avec les autres, je pense que ça n'a pas son point de vue. Mais encore, peut-être c'est le sien. Et là, il parle en fait du coût, du coût des Web Components. Bien entendu que cela a un coût, parce qu'aujourd'hui, on a déjà des technologies, des frameworks qui peut-être sont partis avec des approches différentes. Donc, le fait d'avoir des Web Components sur lesquels peut-être vont se baser tous ces frameworks, bien entendu, ça a un coût. Mais c'est compréhensible dans le fait qu'aujourd'hui, les specs des Web Components arrivent a posteriori. Si les specs des Web Components étaient arrivés a priori, bon, je pense que même ce coût, on n'en parlerait pas, même si ce coût serait toujours là. Bon, on n'en parlerait pas parce qu'en fait, on a eu une implémentation qui vient après que les specs ne soient écrits. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'on est dans une position où les specs sur les Web Components arrivent a posteriori. Donc voilà, il y a peut-être un coût en fait au fait que voilà, les technologies existantes, si elles doivent migrer au Web Component, vont devoir refaire peut-être beaucoup de modifications. Mais après également, on peut également le voir d'une autre façon, c'est que le fait qu'aujourd'hui les Web Components dans les specs en fait ne sont pas encore totalement finalisés ou sont toujours en cours d'écriture, c'est que les Web Components en fait ils bénéficient déjà du feedback à des frameworks qui existent déjà pour dire ben, si on doit écrire des Web Components, il faut les écrire de cette façon, de cette façon. Et donc, cela permet en fait des Web Components en fait, de pouvoir bénéficier du prototypage, si on peut le dire ainsi, de ce qui existe aujourd'hui. Donc, parler du coût des Web Components et en dire, ben, parce que ça a un coût non négligeable, et donc les Web Components, on peut les mettre à la poubelle. Je pense qu'en fait, c'est une mauvaise approche de la chose. Là, je vais continuer avec ma PR. Donc, des fichiers ont été générés. Donc, je vais me rendre au niveau du générateur. Je vais au niveau du générateur. Et donc là, j'ai mon générateur qui est généré. Ça, c'est au niveau ma nouvelle, pour mon nouveau générateur. Donc, donc il me permettra de pouvoir générer mon composant, mon générateur qui lui ensuite générera le composant des tables. Mais par contre, quand on voit par exemple mon stack blitz ici que j'ai créé, en fait, euh, j'ai besoin tab, euh, du tab qui contient un petit peu tout, mais j'ai aussi besoin du tab panel. Et donc, ça, c'est un élément, un panel, ça, c'est un panel, ça, c'est un autre panel. Donc, j'ai besoin au moins de deux composants et donc, j'ai déjà fait des trucs similaires. Par exemple, quand j'écrivais, par exemple, mon radio, le générateur de radio. Donc, je vais peut-être me baser directement sur ça pour pouvoir écrire ce générateur sur les tables. Donc, première chose, c'est de dupliquer ça. Et là, du coup, j'ai mon file name. Et du coup, je peux l'appeler file name que si j'avais appelé file name item. Donc, je fais la même chose ici. Ici, je l'ai plutôt appelé panel. Donc,
Je peux l'appeler aussi panel. Comme ça, j'ai un truc à l'identique. Bon. Et je l'ai appelé cPanel. Et une fois que j'ai créé euh, deux, deux composants, il faudrait bien penser également à supprimer les deux composants par la suite. Donc, si j'ai mon panel, il faut également bien supprimer son inline, son fichier CSS si on a du inline style qui a trop. Pareil, faire la même chose pour le fichier HTML si on a du inline template. Donc là, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Donc, du coup, je génère mon tab component et là je génère mon tab panel. Donc, ici, je le préfixe par panel et on est bon. Et là, c'est que si je retrouve mon fichier StackBlitz, là, maintenant, il faut pouvoir aller écrire les hosts directives de ces deux éléments. Et pour mon tab a cette directive tab 7 avec tous ces éléments que je peux directement copier ça. Si jamais je vois par exemple ce que j'avais déjà fait pour quand j'écrivais radio, c'est que à l'intérieur des fichiers de template, du coup, j'ai créé quelque chose pour le radio group et quelque chose pour le radio item. Donc, je vais faire la même chose à ce niveau ici. Donc, du coup, mon fichier files à l'intérieur, je vais appeler un répertoire tab et je vais avoir un répertoire qui s'appelle panel. Non, il n'est pas à l'intérieur. Et tous ces templates, ils sont dupliqués dans les deux. Et là, je peux supprimer ce template. Donc, de la sorte, je pourrais générer deux composants, un composant panel et puis un composant en tab. Donc, du coup, là, j'ai mon panel et ici, je peux créer un composant tab. Une constante tab, lui dire d'aller rechercher mon template dans le répertoire tab. Donc, ce que j'avais fait là, c'est qu'au niveau de mes generate files, j'ai rajouté ça, c'est pour pouvoir spécifier. C'est pouvoir spécifier dans quel répertoire est-ce que je veux aller récupérer mes fichiers templates. Donc, je vais les récupérer dans le répertoire panel. Donc, de la sorte, je vais pouvoir générer mon generate files. Ici, pour tout ce qui est tab, je vais pouvoir le générer à partir du répertoire qui se trouve dans tab.
Et donc là, par exemple, si je vais par exemple dans Tab, là, j'ai mon composant TS. Et donc, ce composant TS, du coup, j'ai mon host directive. Pour ce host directive, je vais récupérer ce que j'ai déjà écrit ici. Il faut juste maintenant que je puisse importer. Sachant que j'importe jusque mon tab 7 pour mon composant tab. Et là maintenant, si je pour mon composant tab panel, mon composant tab panel, j'importe 16 éléments sur host directive. Donc là, je suis bien dans mon composant panel. J'importe ce host directive. Et pareil, il faudrait que j'importe. Quand j'importe que tab panel, je supprime tout pour ne garder que tab panel. Donc, rien qu'avec ça, là, je peux générer à la fois mon panel et puis mon tab. Je pense que quelque chose que je ne prends pas encore en compte là dans mon générateur, c'est au niveau de la suppression. Donc là, il faudrait que je supprime pas le directory. Je supprime pas l'entièreté de mon directory. Par contre, je vais supprimer. Ah oui, donc du coup, voilà, je supprime pas l'entièreté de mon directory. Je pense que c'est bon. Je supprime mon directory avec les éléments. Je pense que. Je vais voir ce que ça donne. Parce que là, quand je supprime la directory, donc du coup, il y a ma directory. Mais ensuite, il faudrait que cette directory soit. J'y rajoute également les paths panel et puis les path tab. Donc là, je suis en train de supprimer. Ici, du coup, j'ai mon option directory. Allez, allez, j'essaie de générer et puis je vois ce que ça donne. Je vais faire un generate. Et là, je vais générer un composant tabs. Je génère tab dans mon directory test. Allez, le nom, je vais le dire tabs buzz. Là, mon inline template est à true, donc du coup, je ne vais pas garder les fichiers HTML. Et là, mon inline style est aussi à true, donc je ne vais pas garder les fichiers CSS. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, il m'a généré en fait que ce composant test tab component, alors qu'il devait m'en générer deux. Donc il m'a généré bien le panel, mais par contre il m'a pas généré mon tab. Allez, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe donc là dans mes. Allez, je reviendrai là pour pouvoir débugger. Mais là, continue un petit peu sur l'article et je reviendrai dans un instant pour débugger. Là, donc du coup, Ryan Carignato, il parle du coût de l'abstraction. Ok, ça fait sens. Il y a un coût, comme j'évoquais tantôt, il y a un coût en fait à pouvoir penser, à réécrire en fait les frameworks de web aujourd'hui en termes de web component. Ça a un coût. Mais ouais, est-ce parce que cela a un coût en fait qu'on va s'interdire en fait de faire les changements? Et quand je suis en train de lire cet article, j'ai un petit peu pensé un petit peu au début de JavaScript. En fait, JavaScript a commencé
en 1995. Mais par contre, au début des années 2000, Microsoft en fait a voulu tirer JavaScript un petit peu, enfin, dans une certaine direction. Bon, ça a permis à ce que JavaScript puisse évoluer, mais au final, cette évolution a presque causé la mort de JavaScript. Enfin, du moins, c'est la façon dont moi je le pense. Mais c'est parce que c'était au début de JavaScript où on n'avait pas vraiment des standards bien décrits pour les navigateurs web. Et donc, Microsoft, avec Internet Explorer, a tiré JavaScript dans une certaine direction. Ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec des versions de navigateurs qui chacun implémentait plus ou moins ce qu'il voulait. Il a fallu des années en fait pour pouvoir reconsolider tout ça avec maintenant aujourd'hui des versions des versions de JavaScript qui sont bien spécifiées, ECMAScript qui définit exactement ce qui est attendu. Aujourd'hui, maintenant, ça se fait plutôt a posteriori. Les développements au niveau de JavaScript qui est implémenté dans tous les navigateurs se font maintenant a posteriori des specs, ce qui n'était pas le cas au début en fait, du langage. Donc, moi, je pense la même chose en fait au niveau des web components. Euh, Si les web components avaient été pensés a priori, on n'aurait même pas eu cette discussion-là qu'on est en train d'avoir aujourd'hui. Parce que tous les frameworks, en fait, se seraient retrouvés en train d'implémenter les specs. Et peu importe la façon dont les specs sont implémentés, ce qui compte, en fait, c'est de pouvoir garantir les interfaces qui sont ensuite utilisées par chaque framework. Et oui, cela a un coût. Mais en fait, quand on voit le coût versus le bénéfice, je pense que, enfin, il n'y a même pas sujet, il n'y a même pas débat. Et voilà, le fait de se dire, ouais, parce que ça a un coût, on va peut-être pas faire ces modifications. C'est plutôt une approche de se dire, moi, j'ai déjà fait un truc qui marche et pourquoi est-ce qu'on veut standardiser la chose? Mais en fait, on veut standardiser la chose pour garantir euh, pas que ça marche maintenant, mais également pour garantir une stabilité et une longévité du framework. Donc, un article également que j'ai lu qui, moi, à mon sens, a bien résumé un petit peu ma philosophie par rapport à ce que je pense sur le component. C'est cet article qui est écrit par Cory Laviska. Et il dit en fait que les web components, c'est pas le futur. Pour un petit peu reprendre ce que a écrit Ryan Cariato, ok, c'est pas le futur. En fait, c'est même le présent. Euh, Parce que les web components sont déjà utilisés dans certains frameworks. Angular utilise, Microsoft, ils ont introduit leur Web UI 2.0 dans lequel ils expliquent en fait leur philosophie de pouvoir migrer des UI React pour ensuite utiliser un peu plus les web components. La raison derrière, si on utilise des web components, on est en train d'utiliser nativement euh, ce qui est proposé par, le, par les navigateurs. Et donc, ainsi, on a moins de choses à écrire par nous-mêmes. On a une architecture qui est beaucoup plus rapide. Donc, voilà, même Microsoft, ils veulent utiliser davantage les web components pour avoir un web beaucoup plus standardisé. Alors, je pense même encore que ça rend un petit peu caduque cet article ici. Donc, les web components, ce n'est pas le futur parce que c'est déjà le présent. Et voilà, cet article également essaie de repréciser c'est quoi un component. Parce que des fois, on utilise component et web component. Des fois, on peut être amené en fait, à les utiliser de façon interchangeable. Mais en fait, c'est deux choses bien différentes. En fait, un component, on utilise component pour dire, enfin, composant dans une application Angular. Donc, composant devient par exemple, allez, euh, oui, un élément dans un framework, un élément UI dans un framework, un composant Angular, un composant React. Mais le web component, lui, par contre, ça va être un petit peu la primitive sur laquelle va se baser le component. Et en fait, la philosophie derrière les web components, c'est de se dire, si moi j'écris mon composant qui se base sur le standard de web component, alors, du coup, mon composant que moi je crée dans le framework A, je peux ensuite l'utiliser dans le framework B, C et D, sans même me préoccuper
de la façon dont le composant a été écrit ou la façon dont ça a été implémenté dans le langage. Voilà, ça c'est la philosophie, c'est ce qu'on appelle garantir cette interopérabilité par les web components. Donc ça c'est vraiment l'objectif. Après peut-être que les web components ne remplissent pas encore totalement cet objectif, mais par contre c'est l'objectif vers lequel on aimerait pouvoir tendre. Et voilà, donc beaucoup de travaux ont été déjà réalisés dans ce sens et je pense qu'aujourd'hui, pouvoir continuer de travailler pour garantir cette standardisation au niveau de tous les frameworks, je pense que c'est quelque chose de gagnant-gagnant en fait. Pour ceux qui écrivent les frameworks, pour ceux qui les utilisent en tant que développeurs, mais également pour les utilisateurs qui ensuite vont essayer de consommer ces applications-là. Et là, voilà, du coup, là, ça c'est un peu précis. Il faut préciser un petit peu le terme de component. Je pense, voilà, des fois, il peut y avoir confusion au sujet de ça. On a déjà parlé de ce que sont que les custom elements qui un petit peu garantissent presque un web sémantique. Allez, on continue un petit peu avec ce article. Ouais, on a une très belle illustration ici de se dire que le car le moins cher aujourd'hui est beaucoup plus rapide que le modèle T de Ford au début. Et en fait, c'est quoi l'analogie? En fait, l'analogie, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le web a tellement évolué qu'aujourd'hui, tout ce qui est fait au niveau de pouvoir standardiser le web fait qu'en fait, ça n'a rien de comparable à ce que le web était il y a cela 10 ans. Donc, pouvoir standardiser les web components, ça on va également dans la même droite ligne. C'est que si on arrive à standardiser ces web components, ça va permettre en fait d'avoir un web qui sera encore beaucoup plus performant que ce qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Ryan Caniato, du coup, il a son framework solide, mais c'est pas parce que solide marche en fait que solide sera là dans le futur. Enfin, bien entendu, j'espère que peut-être il sera toujours là dans 10 ans, mais peu importe. Le point, c'est de se dire en fait qu'aujourd'hui, il y a des efforts en fait de consolidation, de standardisation euh, qui sont faits, et c'est ces efforts en fait de pouvoir garantir un web qui soit beaucoup plus performant dans d'ici quelques années. Donc, on garantit la longévité, la stabilisation euh, de- du web. Et donc, voilà, le web, en fait, ça offre cette garantie de stabilisation à mesure, en fait, qu'on progresse euh, dans le temps. Et donc, voilà, se dire qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir standardiser ces web components, ça un petit peu me tirer le web vers le bas. Je pense que c'est un argument qui n'a pas sa place. Donc, avant de continuer, là, je vais retourner à ma PR et je vais voir comment est-ce que je suis en train de générer mes éléments qui me posent problème. Et là, je pense que j'ai la solution. Donc là, je vais pouvoir... Donc là, je vais changer ça. Parce que je génère tous les composants avec le même nom. Et bien entendu, ça ne marche pas. Donc là, ici, on a... Bon, là, on garde le nom. Il n'y a pas de souci. Là, on garde le nom qui est utilisé. On peut garder le nom qui est utilisé là. Ou on va mettre plutôt tab. Parce que si l'utilisateur met tab, on aura tab. Non, on garde le nom qui est utilisé par l'utilisateur. On garde le nom qui est utilisé par l'utilisateur. Mais par contre, ici, on peut utiliser panel à ce niveau. On utilise panel à ce niveau. Donc, on a notre composant panel. Au niveau du sélecteur, ce sera, voilà, on rajoute un panel, voilà, un autre sélecteur.
Et je pense qu'on est bon. Après, il faut pouvoir changer les feux de style, mais je reviendrai dans un instant sur ces feux de style. Et maintenant, si jamais je régénère. Donc, là, j'ai Options. Du coup, imaginer Options, imaginer ça, panel, ok. Allez, je vais retourner, voir ce que j'ai écrit. Ouais, je pense que c'est parce que je devais faire. Là, non, je retourne là, je supprime ce répertoire test. Et là, je régénère tout à nouveau. En fait, je m'attends à avoir que deux fichiers. Là, donc du coup, j'ai mon répertoire tab qui contient ça. Et j'ai mon répertoire panel qui, lui, a le host directive panel. Donc ça, c'est déjà voilà, un bon début. C'est ce que je voulais faire, mais peu importe, c'est pas ça. Du coup, je retourne à mon générateur et là, je vais changer les feux de style. Euh, et là, j'ai déjà ce que je veux utiliser au niveau des feux de style. Et donc, le tab set correspond à mon tab. Donc, j'ai juste qu'à utiliser ça ou le host. Je pense qu'on est bon déjà au niveau de mon tab. Donc, c'est bon en temps de feu de style. J'ai que le host. Parce que là, pour le tab set, il y a cet élément et puis cet élément qui correspond au tab set. Là, le tab list correspond à, à cette partie. Non, le tab list correspond à cette partie. Mais bon, pour l'instant, on reviendra un petit peu sur ce tab list. Mon tab button correspond à ces éléments. On reviendra également sur ça. Mais là, par contre, pour mon tab panel, j'ai ça qui correspond au host. Et ensuite, j'ai ça aussi qui correspond au host, not data active. Allez, donc, ce que je vais faire là, bon, pour mon tab panel, je vais, je vais le, je vais l'extraire en constante. Je vais l'appeler style panels. Panel styles. Allez, panel styles. Panel style, donc j'ai mon host. Et ensuite, là, j'ai mon host. Voilà. C'est pas au bon endroit. Je, je vais plutôt le mettre à l'extérieur de la fonction. Ouais. Ah. Non, j'ai mon panel styles. Pendu. Donc ça, c'est déjà bien. Parce que le template, une fois pour pouvoir l'écrire, on a un truc comme ça. Donc là, on a notre tab qui contient notre tab set. Et donc, on a notre tab qui contient notre tab set. Et là, on a aussi nos différents panels qui contiennent le NGP tab panel. Je me demande également si est-ce qu'on n'a pas besoin en fait de créer des composants pour le tab list, des composants pour le button. Je pense que ça vaudrait le coup de pouvoir créer ce tab list en tant qu'un autre composant. En fait, l'intérêt de la chose, c'est que pour l'utilisateur qui va ensuite utiliser ce composant, c'est de pouvoir dire, par exemple, app tab list et ensuite de pouvoir écrire allez, plusieurs fois ces boutons et de ne pas avoir à chaque fois
à devoir spécifier les feux de style de ces éléments. Parce que là, par exemple, si on voit un petit peu euh, ces feux de style, c'est que là, on a dû appliquer des styles aux tables listes et puis ensuite des styles aux boutons. Donc, si un utilisateur doit réutiliser plusieurs fois ce composant, je pense qu'il aurait besoin également de pouvoir avoir quelque chose pour le bouton et puis quelque chose pour le tab list. Donc, je pense que ça vaudrait le coup de pouvoir générer également ces composants. J'en suis pas sûr, je le pense. Je sais pas si c'est ce que je fais là. Je fais déjà cette modification dans ce composant où je vais peut-être également demander à Ashley, le principal mainteneur de cette application. Euh, voilà, je verrai ce que je fais. Mais allez, continuons un petit peu notre analyse de cet article. Et cette phrase, en fait, qui est surlignée ici, en fait, les web components, en fait, sont une menace pour la paix. Une menace pour la paix ou une menace, en fait, pour euh, la façon propriétaire des frameworks. C'est, cette phrase, en fait, elle prend tout son sens, en fait, quand on voit un petit peu euh, ce qui est écrit dans cet article. Parce que le point de Ryan Craniato, c'est de se dire, en fait, que JSX, ça n'a pas de standard, mais est-ce qu'on a besoin de standard sur le JSX? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que tout le monde utilise. Ouais, aujourd'hui, tout le monde utilise JSX, mais pourquoi pas ne pas standardiser JSX? C'est pas parce que JSX n'a pas aujourd'hui de standard qu'il ne faudrait pas le standardiser. Euh, donc, le fait de pouvoir écrire les web components, peut-être que ça va redéfinir un petit peu le cadre dans lequel JSX est écrit. Mais ça ne change en rien le fait que JSX ça marche. Oui, JSX ça marche. Peut-être que ça marche de façon bancale. Bon, je ne dis pas que ça marche de façon bancale, mais voilà, faisons cette supposition de se dire que le JSX n'est pas écrit de la façon dont cela se doit. Mais du coup, si les web components devaient remettre en cause cette philosophie, c'est un bon droit de remettre en cause cette philosophie. Ben, à un moment donné, il faudrait le faire parce que tôt ou tard, si ce n'est pas fait, ben, les problèmes inhérents à la solution vont un jour se faire sentir. Si Microsoft décide de, euh, de partir de Edge, de partir de React pour ensuite utiliser les web components, c'est parce qu'ils se sont rendus compte des insuffisances de React. Je suis pas en train de dire que React, ça marche pas bien. C'est pas mon point. Mon point est de se dire qu'à un moment donné, faudrait faire des changements. Non pas parce que ça marche, mais parce que peut-être dans le long terme, ça marchera pas. D'ailleurs, ça a un nom, en fait, c'est le syndrome des coûts irrécupérables. C'est pas parce qu'à un moment donné, on a trop investi dans une certaine approche qu'il faudrait toujours continuer d'investir dans cette approche. Si à un moment donné, on se rend compte des insuffisances de l'approche, même si on y a consacré beaucoup de temps, ben, les changements, il faudrait les faire. Parce que tôt ou tard, ça nous reviendra en plein de la figure. Et oui, donc aujourd'hui, des gens, ils se posent pour réfléchir aux specs, aux standards de ce que les web components sont. C'est déjà adopté par beaucoup, par beaucoup de frameworks. Et donc, je pense que la réflexion de Ryan de se dire, ouais, aujourd'hui, les frameworks, en fait, prospèrent parce que voilà, les gens ils arrivent à pouvoir réfléchir à des façons de pouvoir améliorer le web. Et donc, voilà, le fait de pouvoir penser à une standardisation, ça va brider l'abstraction ou ça va brider les innovations sur le web. Je pense que c'est un faux problème. Parce que même si les web standards viennent et brident un petit peu ce qui est fait, c'est également pouvoir permettre à ce que le web, en fait, puisse être meilleur que ce qu'on a aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, un petit peu, chacun tire un petit peu les ficelles de son côté. Au final, on va un petit peu avoir quelque chose qui n'est pas cohérent. Mais si on se pose,
on essaie de mettre une base solide, je pense que le web sera encore dans quelques années, enfin, cela déjà le cas, mais encore le web va encore être meilleur que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, je pense que voilà, la vision de Ryan Kanato, c'est plutôt une vision biaisée par le fait que lui-même, il a son propre framework, et donc, du coup, il essaie de, allez, de, de garantir un petit peu sa philosophie, de se dire que moi, l'approche que moi j'ai faite est la bonne, mais je pense que ça ne tient pas en compte le fait que le web est plutôt quelque chose qui est partagé par tous. Donc, voilà, son point de vue dans cet article, je pense qu'il est très biaisé. Allez, et voilà, c'est ce que je disais précédemment, c'est que la longévité du framework ou du web, ça vient en premier par rapport à l'ingéniosité des individus. Je pense que ça résume un petit peu ce débat autour des web composants. Les web composants, c'est pas pour un framework, c'est pas pour Angular, c'est pas pour React, c'est pas pour Vue, c'est pas pour Solid. En fait, les web composants, c'est pour le web. Et je pense que cette vision, elle vient en premier par rapport à- au fait de se dire que voilà, on peut innover au niveau du web sans avoir de standard. Aujourd'hui, il y a pas mal de standards. Il y a le standard au niveau du HTML, des standards sur le CSS, il y a des standards au niveau du JavaScript et qui est des standards au niveau du web en entier. Je pense que je pense pas que cela perd son sens. Donc, encore une fois, je le redis, je pense que la vision, en fait, de Ryan Canet au niveau de son article, tu vois, même si j'aime la profondeur de ses articles, mais je pense que celui-là en particulier, c'est une vision biaisée par le fait qu'il veut promouvoir la philosophie derrière son framework solide. Euh, voilà, je pense que voilà, c'est juste une conclusion pour un petit peu résumer toute cette approche de la chose. Bon, peut-être pour terminer, je pense quand même que je vais essayer de à la fois également euh, je vais générer également des composants comme je disais tantôt, je vais générer des composants pour table list et puis button et puis ngp tab button. La raison pour laquelle je veux le faire, c'est de me dire, qui peut le plus, peut le moins. Si jamais je le fais ensuite, en discutant avec Ashley, il me dit peut-être qu'il ne faudrait pas le faire, j'aurai jusqu'à supprimer. Donc, je vais générer pour tab list. Allez, je vais faire ça. Et là, je vais créer. Allez, je vais plutôt l'appeler tab list. Je vais générer ça pour tab list. Et donc là, du coup, pour le troisième, ce sera tab list. Euh, et pour tab list, pareil, il faudrait que je fasse la même chose. Non, on aura ici. Tab list. Pareil, il faudrait faire la même chose là. Tab list. Comme ça, de la sorte, on va pouvoir générer le composant qui, lui, va recevoir en termes de directive ngp tab list. D'ailleurs, allons l'importer déjà. Allez, on va aller importer ça. Je vais dupliquer. Que je vais l'appeler tab list. Et dans son composant ici, je retourne sur mon stack bits.
Donc, comme ça, ce host directive, on a en host directive, on a tab list. Et en feu de style, si on par rapport au tab list, on a juste le host. Donc, on a juste le host. Donc, ça reste tel que c'est déjà. Ça reste tel que c'est. Donc, generate files. Generate files. Donc, je vais pas avoir des trucs spécifiques à mettre là. Donc, pour le tab list, c'est aussi simple que ça. Non, je me suis trompé. Et... Non. Et je pense que je vais faire la même chose pour le bouton. Pour le bouton, je vais faire la même chose. Je vais générer, la même chose pour les boutons. Et pour les boutons, du coup, je vais l'appeler, allez, je l'appelle button. Je l'appelle. Et pareil, je l'appelle button. En fait, mais les boutons, ils ont une spécificité. C'est qu'au niveau de leur sélecteur, je pense on va le voir. Ouais. Allez, d'abord, je vais essayer d'écrire le host directive. Le host directive des boutons, c'est le host directive des boutons, c'est celui-ci. Est-ce qu'on a des inputs à récupérer? Après, ouais, on a ça à récupérer. Le GP tab button value. Allez, ce que je vais faire dans ce cas, comme j'ai écrit là, je vais faire ça. On a trop X. Et on va juste l'appeler value. Donc, on est bon également pour cette directive. Donc, la seule chose qui reste, c'est de retourner dans mon générateur et d'utiliser dans button. Bon, on utilise button et là, si je retourne sur mon stat blades, là maintenant pour les feuilles de style, je pense qu'on en a un petit peu plus pour les boutons. Donc pour les boutons, ça c'est le host. Ensuite, on a le host data focus visible et data active. Donc là, je fais, là, je vais
Button. On va le déplacer. Ah non, je sais pas. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas sur le template que je voulais agir. Bah. Ouais. Non, c'est plutôt, ouais, c'est plutôt sur ce. Et donc, pour ce, cette feuille de style, on a notre host. Et on a le host quand, avec le focus. Et je pense que c'est tout. Et je pense qu'on est bon. Donc maintenant, si jamais je génère, je vais supprimer mon répertoire. Ici, ensuite, maintenant, je génère tous mes fichiers. Donc, j'en aurai 4. Donc, du coup, j'ai mon tab. J'ai mon tab panel, mon tab liste. Euh, et ensuite, j'ai mon button. Après, au niveau des noms, je ne sais pas si est-ce que je suis bon. C'est pas, est-ce que tab liste, button, ça va. Tab liste, alors que c'est déjà un ami panel et tab liste. Je pense peut-être tab liste. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que liste, je vais juste le mettre en liste. Comme ça, juste pour être un petit peu cohérent pour les autres. Sinon, je devais mettre tab panel, tab. Euh, bon. Ouais. Ouais, je pense que juste pour être cohérent par rapport aux autres éléments. Donc, je vais faire que le panel, qu'on a le tab, puis le panel, tab liste, puis tab button. Et la seule chose à faire également, c'est également de pouvoir renommer ça en liste. Ok. Je sais pas si c'est suffisamment, en termes de nom, si c'est suffisamment explicite, mais je pense que c'est également l'occasion pour la PR, également lorsque je l'ouvrirai, également j'aurai des commentaires, puis je ferai des modifications. Euh, je supprime, je supprime tout ça. Je régénère à nouveau. Et je vais voir ce que ça me sort. Donc là, j'ai liste, panel, et puis, ouais, nickel. Mais là, pour mon composant bouton, attends, je vais voir, je vais voir le sélecteur, mon composant bouton. Voilà, pour mon composant bouton, j'ai pas envie d'avoir un sélecteur euh, qui encapsule l'élément. Ce que j'ai envie d'avoir, et j'ai déjà, j'ai déjà un générateur on va peut l'appeler button. J'ai déjà un générateur qui génère les boutons. Et pour ce générateur, en fait, on a plutôt un truc comme ça. Donc, on a un button, le préfixe qui est utilisé et le file name. Et je pense que on va plutôt avoir la même chose. En fait, c'est pour ne pas en fait encapsuler.
Donc, pour c'est juste pour pouvoir utiliser notre bouton comme, comme balise HTML classique. Donc là, je retourne à mon générateur et là, et donc pour mon bouton, on va changer. Donc, on a ici, ce sera CTRL-C. On aura préfixe. Et là, le préfixe. Et là, on aura voilà. Donc, avec cette modification, allez, je vais encore supprimer tous les éléments là. Je vais voir ce que ça donne. Donc là, si je vois mon bouton, donc voilà, on aura tabs buzz button parce qu'on est en train de générer on est en train de générer tabs button. Ok, je pense que comme ça permet d'avoir, voilà, on utilise le button comme une balise HTML et ensuite tout des motifs comme la directive sera rajoutée en fait directement sur la balise button sans avoir à encapsuler le bouton à l'intérieur d'un composant. Je pense que si jamais on encapsule le bouton à l'intérieur d'un composant, ça rend le bouton difficilement utilisable. Donc, je pense qu'on est bon. Je pense que peut-être la dernière chose avant d'ouvrir la PR, c'est de faire la modification sur au niveau de de la doc. Je fais la modification au niveau de tabs MD. Peut déjà me servir d'autres choses que j'ai déjà fait et après usage. Après usage. Après usage, j'ai schematics. Donc, generate tabs et tabs component with the ng. Attends, c'est quoi le nom? Je vais dire the ng LGP tab set primitive pre-configured. Generate a tabs component with the ngp tab set primitive configured. Je pense que non, là c'est tout bon. J'ai fait toutes les modifications qui se doivent. Et là j'ai jusqu'à ouvrir ma PR. Ok, donc voilà, pour terminer cette vidéo, je vais juste regarder. Allez, ouais, je pense qu'on a fait le tour en fait sur la discussion sur le web component. Euh, alors, je pense que pour moi, voilà, juste en conclusion pour cette vidéo, je dirais que
le point de vue de Ryan Caniato sur les web composants, c'est un point de vue qui est biaisé. Je pense qu'il n'est pas impartial dans cette discussion. Je pense il a des a priori en fonction du fait que lui-même, il a son framework qu'il essaie un petit peu de populariser. Et je pense que la discussion sur les web components, c'est une discussion en fait qui transcende en fait les frameworks. C'est une discussion pour la pérennité du web. C'est une discussion pour garantir un web stable, euh, pour garantir la longévité du web. Et je pense pas qu'on puisse aller à l'encontre en fait de l'objectif des composants web. Je pense que c'est l'objectif euh, des composants des web components de pouvoir en fait permettre à ce que le web soit meilleur en fait que ce qu'on utilise déjà. C'est de permettre un web plus rapide, un web qui soit facile à utiliser. Et penser que les web components ne sont pas le futur, euh, c'est c'est vraiment c'est vraiment aller à l'encontre en fait des grands principes en fait même du développement logiciel, je trouve. Et donc je pense que sur ce point, je pense que Ryan Caniato, il est passé à côté de la plaque. Après, je pense que ça c'est mon point de vue. J'ai essayé de suivre sa vidéo la dernière fois dans laquelle il essaie de s'expliquer. J'ai pas pensé qu'il a donné beaucoup plus d'éléments pour pouvoir un petit peu expliciter son point de vue dans son article. Voilà, moi, je reste convaincu en fait que les composants web, les web components, c'est vraiment le futur, enfin, c'est même le présent. Si je dois reprendre les propos de Corey, je pense que les web components, ils sont là pour rester. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'essayez pas de me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces vidéos que je fais maintenant, dans lesquelles à la fois j'essaie de faire une PR et puis j'essaie de discuter de certains articles. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.